Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast où j'ai invité Jonathan Renou qui est l'actuel champion de France de magie de close-up. Alors avant de vous en dire plus sur cet épisode, juste je voulais vous remercier pour vos retours concernant l'épisode précédent avec Cyril Thomas. Vous m'avez envoyé des messages, vous avez mis des commentaires sur YouTube et donc ça me permet d'avoir des retours, donc ça m'aide beaucoup, donc merci à vous. J'en profite au passage, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être tenu au courant, également à mettre des notes sur les plateformes de podcast si vous écoutez sur ces plateformes-là. Également de partager ces épisodes à vos amis magiciens si ils ne connaissent pas et si vous trouvez que c'est intéressant. Donc dans cet épisode, comme je l'ai dit, on va parler avec Jonathan de plein de sujets. On va parler bien évidemment de son parcours. On va parler également de la magie de close-up mais en conditions spectacle. Pourquoi? Parce que Jonathan a découvert ça et quand il a découvert, il a dit ça m'intéresse et j'ai envie de faire ça. Donc on va parler de ce sujet-là. On va parler aussi du championnat de France de magie, de son titre de champion de France et comment il a géré. Ensuite, on parlera également de la gestion du stress, puisque c'est quelque chose dont, que doit gérer Jonathan. Donc on parlera également de ce sujet et de plein d'autres. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Juste un point important, si vous voulez découvrir le travail de Jonathan, je vous informe que Jonathan donnera une conférence exclusive pour le cercle. Ce sera le 27 mars 2024. Donc voilà, si vous voulez avoir des informations sur cette conférence et sur le cercle, vous allez tout simplement sur mon site et vous aurez de toute façon les informations dans les notes. Enfin, pour terminer, j'aimerais bien aussi avoir vos retours concernant cet épisode. Donc mettez-moi ça en commentaire pour savoir si vous faites de la magie en condition spectacle pour ceux qui performent. Également, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Et aussi, par exemple, sur la gestion du stress, est-ce que vous êtes sujet au stress avant de pouvoir présenter des tours et comment vous le gérez? Est-ce que vous avez des petites recettes personnelles? Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos commentaires à ce sujet. Donc je ne vais pas faire plus long, je vous laisse donc du coup découvrir cet épisode. Je vous dis bonne écoute et bon visionnage et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Jonathan, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Jonathan Renou, j'ai 28 ans et je suis magicien. J'ai la chance de vivre de ma magie. Et voilà les grandes lignes. Les grandes lignes. Alors du coup, Oui. je vais te poser la question, un petit peu ton parcours, comment tu as découvert la magie et jusqu'à aujourd'hui. Alors, rien d'extraordinaire dans le sens où la mallette de magie à Noël, classique, quand je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Puis, comme beaucoup, je suis tombé amoureux de la magie très vite suite à ça et je me suis entraîné, voilà, enfin le parcours, on va dire normal, je pense de beaucoup. À l'école, mes camarades de classe étaient mes premiers spectateurs, hein. Donc j'ai commencé à montrer ma magie, au collège, je crois, quatrième, assez tard, mine de rien et toutes les années lycée, voilà, hein, magie, magie, magie. J'étais en bac professionnel vente. Parce que dès mes 15-16 ans, je savais que je voulais devenir magicien, en faire mon métier. Du coup, j'ai choisi vente en me disant ça va m'aider à me vendre en tant que magicien plus tard. Donc, j'ai toujours suivi cette direction-là. Et dès que j'ai eu mes 18 ans, j'ai arrêté mes études. Donc, j'ai redoublé, j'étais en première. J'ai tout arrêté. Je suis parti, j'ai fait les villages vacances. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, 3 saisons et demie quasiment, je me suis dit, c'est bon, j'arrête tout, je rentre en France et je me mets à mon compte et je fais que de la magie. Donc, je suis rentré en France et je me suis lancé. Donc là, ça va faire 8 ans que je fais que ça. Quelque chose comme ça, je crois. Ok, et c'est vrai que enfin, la décision a été prise tôt du coup de vouloir faire ça et surtout de s'y tenir, et se dire je fais ça et je le fais quoi. Ouais, 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 c'était une évidence tout jeune, quoi. Ma mère qui me racontait encore que, je m'en souviens plus, mais tout petit, je disais que je voulais être magicien plus tard, etc. Donc, je me suis toujours tenu à ça.
Et oui, comme je disais, dès que j'ai eu 18 ans, là, j'ai pu arrêter et essayer de faire que de la magie, quoi. Et par rapport à la famille, est-ce que, enfin, il y a eu des réticences ou pas? Ouais, quand même. Voilà. Après, j'ai de la chance, je pense, dans le sens où ils m'ont pas, ils m'ont pas mis de bâton dans les roues. Ils m'ont pas dit non, faut pas que tu fasses ça, etc. Ils m'ont toujours prévenu que c'était mieux d'avoir un plan B, que c'était mieux d'avoir des diplômes, etc. Je les ai pas écoutés, mais ils m'ont quand même toujours, ils me prévenaient. Mais à côté de ça, ils me soutenaient aussi, quoi. Mais tous les repas de famille, je présentais un petit spectacle. Voilà. Après, forcément, ils étaient un peu frileux, c'est normal, mais j'ai la chance quand même d'avoir été soutenu. Oui, ben voilà, après c'est sûr que oui, précaution, mais sans voilà, sans dire Oui, non, voilà, ben, c'est c'est pas ça. possible et obligé d'aller jusqu'à tel diplôme pour faire ce que tu veux. Ouais, c'était quand même ma mère, c'était le bac. Il fallait que j'ai le bac. Voilà, j'ai pas été jusqu'au bac malheureusement, mais c'était quand même ça. Donc c'est vrai que quand j'ai arrêté, ça a mis un petit froid quand même. Mais, euh, mais bon, j'ai rebondi. Voilà. Donc ouais, tu parlais de l'école, enfin c'est quelque chose qui revient assez souvent. Moi aussi, j'ai commencé entre guillemets avec les spectateurs à l'école. Et ce que je dis, c'est que Ouais. c'est vachement formateur parce que les spectateurs sont au même niveau, il n'y a pas de filtre, quoi. Tu vas, Ah oui, c'est voilà. clair. Donc, Ouais. Ah ouais, ouais, c'est. Enfin, je me souviens, il y avait la moindre erreur, ils me rentraient dedans directement. Donc, il n'y avait pas. Non, non, c'est une très très bonne école. Puis mine de rien, tous les jours, quasiment le même public, hein, vu que c'est les camarades de classe. Donc, ouais, non, c'est une très bonne école. par rapport au village vacances, tu y allais, bon, ben, pour... enfin, il y a pas que la partie artistique, mais est-ce Ouais. que tu as pu faire ce que tu voulais ou... Alors, je faisais beaucoup, beaucoup de magie dans les restaurants des hôtels où je travaillais. Mais à côté de ça, j'étais aussi animateur polyvalent. Donc, je faisais tout, quoi. Donc, ça allait de l'aquagym au spectacle le soir, animer la discothèque, le club ado. Enfin, voilà, je faisais vraiment de tout. Mais c'est hyper formateur dans le sens où, déjà, on travaille en équipe. À chaque fois, on était une bonne quinzaine d'animateurs. On est sur scène tous les soirs. Donc, même si c'était pas de la magie, c'était de la danse, c'était des sketchs, tout ça, mine de rien, on est quand même sur scène tous les soirs. Donc, on est habitué à être face à des spectateurs tous les soirs. Ça fait travailler les langues, mine de rien. Et ouais, non, c'est quand même hyper formateur. Ouais, Mais j'ai arrêté parce que enfin, on n'a pas de vie à côté. C'est-à-dire, on termine les répètes, il est 3 heures du matin. Le lendemain, on enchaîne dès le petit déjeuner avec les vacanciers, les premières animations. Et mine de rien, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais plus travailler ma magie. J'avais plus le temps. Et puis, mine de rien, on fait la fête, tout ça. Donc, et puis, au bout d'un moment, le corps suivait plus, mentalement, ça suivait plus. Et stop, quoi. j'allais justement demander quelle était la bascule en se disant, ben, voilà, je me lance magicien professionnel. Et donc du coup, ouais, c'était ça, le côté, j'ai pas le temps, je suis Ouais, fatigué, je tiens plus et j'ai envie voilà, de... c'est ça. C'est exactement ça. J'ai vraiment eu un moment donné, j'étais en Crète cette saison-là. Et, et c'était trop, quoi. Physiquement, je tenais plus. Je tenais plus. Et puis, en parallèle, j'essayais, dès que j'avais un tant soit peu de temps libre, j'essayais de travailler mes spectacles. Puis, c'était pas possible, quoi. Ouais, c'est compliqué, oui. Euh, Ouais. quand du coup tu es rentré en France et que tu te dis, bon, je me lance, comment ça s'est passé? Est-ce que déjà avant de partir, tu avais déjà fait des prestats ou non enfin, ou juste voilà un petit peu, mais pas forcément, par rapport au fait de vraiment être professionnel et il fallait démarcher, je voulais dire, est-ce que tu avais des contacts déjà ou pas? Alors, j'avais un peu de contact parce que je suis vraiment revenu dans la région où j'étais avant, quand j'étais ado. Donc, je connaissais déjà pas mal de monde, j'ai retrouvé mes amis d'enfance. Voilà, donc j'étais pas perdu à ce niveau-là. Et mine de rien, les villages vacances m'ont rapporté aussi des contacts.
où il y avait des vacanciers qui, du coup, ont fait appel à moi derrière. Donc, je me suis retrouvé, par contre, à travailler à Lille, à redescendre. J'ai eu pas mal de prestats vers Bayonne, Pau. Donc, c'était des allers-retours, voilà. Donc, j'avais quand même un petit peu de prestat. Après, ce que je dis souvent, c'est que les premières années, c'était plus de la survie. Et ça a mis quand même, je dirais, 4 ans avant que j'en vive vraiment. Où là, où il y a tout un réseau qui se crée et le bouche à oreille, mais il m'a fallu quand même 4 ans. Après, la chance que j'avais, c'est étant donné que j'avais rien, j'avais pas de travail fixe à ce moment-là, j'avais pas de maison, j'avais pas d'enfants, j'étais pas marié, du coup, j'ai pas eu ce truc qui doit être compliqué, je pense, de j'arrête tout ce que je fais pour me lancer dans la magie et derrière, faut assumer parce qu'on a un loyer, etc. Je vivais encore, j'étais retourné vivre chez mes parents, donc j'avais pas ça. Donc déjà, c'est une pression, je pense, en moi. Et j'ai pu prendre le temps de créer mon réseau, quoi. Oui, bah, après, tu Mais il étais, a fallu quelques années. après, t'étais jeune et oui, il faut tout le Ouais. temps, sauf vraiment s'il y a quelque chose en particulier, mais il faut le temps que ça prenne. Ça, c'est normal. Est-ce que, du coup, tu étais hyper jeune, ça n'a pas été un problème Non, je dirais pas un problème. C'était ou ça aurait pu l'être, je me rends pas compte, mais je le tournais plus en force quand même. mais ce que j'avais demandé, Euh, si c'était voilà, un problème ou une force. ouais. Le problème, c'est que je me vendais vraiment pas cher, mais en même temps, c'est ce qui lance la roue, hein. Donc, je prenais pas des gros cachets. Mais la force, c'est que du coup, les gens, les clients, mes premiers clients me payaient pas très cher. J'arrivais, j'étais un petit jeune, 21 ans, voilà. Et puis en plus, je suis très réservé dans la vie. Il me faut toujours un temps avant de rentrer dans mon personnage. Du coup, souvent, mais encore aujourd'hui, quand j'arrive en prestation, je suis toujours stressé, je suis toujours un peu discret, tout ça. Donc, quand en plus j'avais 20 ans, 21 ans, que je prenais que dalle et qu'ils me voyaient arriver, il y avait toujours ce côté un peu, mince, est-ce qu'on a pris quelque chose qui va être qualitatif, quoi. Et du coup, au fur et à mesure de la prestation, là, le comportement se transformait. Où vraiment, j'étais le petit jeune un peu timide qui arrivait à la table, puis boum, je plaçais ma magie et du coup, j'avais des réactions un peu décuplées, quoi. Oui, De par l'âge, de par tout ça. Et après, je quittais la presta, les gens étaient super ravis, et puis de fil en aiguille, bouche à oreille, quoi. Mais je pense que ça aurait pu être une faiblesse, mais bon, je ne l'ai pas vécu comme ça en tout cas. oui, oui, oui. Et le personnage, quand tu parles de personnage, c'est-à-dire que c'est enfin, moins réservé ou vraiment il y a un personnage différent quand tu fais de la magie? Enfin, à ce Euh, moment-là, peut-être ça a évolué, donc tu peux en parler, mais c'est c'est dur à expliquer. Je pense c'est un peu mon personnage que je devais avoir quand j'étais dans l'animation, en fait, en village. C'est ce côté. J'ai toujours un peu. Je suis quelqu'un de réservé, de timide dans la vie, avec les gens que je connais pas. Mais mon personnage, je l'ai pas du tout. Après, c'est pas un personnage, je switche pas, hein. C'est moi, mais je ne saurais même pas comment expliquer parce que maintenant ça se mélange beaucoup aujourd'hui. ben, souvent c'est ça quand on parle, c'est-à-dire qu'il y en a où c'est vraiment un personnage. Bon, après en close-up c'est rare, on voit pas forcément, mais en scène, mettons, bon là il va y avoir tout qui va se faire. Et après le personnage ça peut être oui tout simplement toi, mais il y a un truc en plus parce que toi soit tu te libères et du coup ben ça c'est un peu plus fluide et voilà souvent ça arrive quand on est timide. Ouais, c'est ça. Et j'ai vraiment moi au quotidien et le moi magicien Oui non qui mais est, enfin, voilà, Je c'est comprends, très dur à je expliquer. comprends, Ouais, c'est pareil pour moi. Et pareil, alors je sais pas si c'était ton cas, mais la famille qui dit c'est une personne différente, entre guillemets, oui, voilà, quand tu es sur scène ou que tu fais de la magie, quoi. ouais. Après, au fur et à mesure du temps, là, ça a évolué quand même. Ça a changé mon personnage. Enfin, mes personnages, parce que j'ai plusieurs personnages en fonction des spectacles maintenant, de close-up. Mais on va dire mon personnage normal de magicien a quand même bien, ça s'affine. Mais Je cherche encore, mais ça s'affine. on en parlera parce que je voudrais te parler du coup du côté spectacle en close-up. Mais c'est vrai que
Je pense qu'au début, c'était, enfin, bon, après tu continues aussi, mais du close-up, du table à table, pas ce format Oui. spectacle, ce qui fait que le personnage, c'est un peu plus compliqué à amener. Oui, ouais, complètement. Ouais, ouais et puis, faut aller enfin, c'est le format, déambulation, hein, faut aller souvent assez vite, Oui, voilà, c'est plus de l'animation. Moi, ce que j'appelle le close-up déambulation, pour moi, on est dans de l'animation, du divertissement dans le sens, j'ai pas le mot là, mais, ouais, c'est ça, c'est de l'animation. C'est de l'événementiel. oui, voilà, c'est ça. Je différencie vraiment, moi, le côté magie événementielle et magie, spectacle. Ok, bon, on y reviendra. Tu Voilà. as parlé du stress, que c'était toujours aujourd'hui. Est-ce que, parce que Ouais. c'est quelque chose qui revient, mais est-ce que tu as des techniques pour gérer le stress propre? Alors je cherche encore. Je cherche encore mes techniques. J'en ai quelques-unes, mais je suis quelqu'un de très, très stressé, très anxieux, que ce soit au quotidien, dans la vie de tous les jours. Après ça m'aide aussi, ça sert ma magie, hein, ces angoisses-là me nourrissent ma magie, mais c'est vrai qu'en presta, même si ça fait 8 ans que j'en fais, tout le temps, quoi. J'ai toujours, toujours, toujours cette boule au ventre, mais des fois, m'en rendre malade, quoi. C'est vraiment assez horrible faire des crises d'angoisse, enfin la totale, quoi. Donc après, j'ai un petit carnet où j'ai des phrases, voilà, pour me mettre en confiance, pour me motiver. Donc j'ai toujours ce petit carnet-là que je sors vraiment en cas d'urgence, on va dire. Au championnat de France, dans les coulisses, je me suis lu 3 fois le carnet, par exemple. Donc j'ai mes petites phrases comme ça. Après, il y a la respiration, hein. C'est vrai que tout passe dans la respiration, donc je travaille beaucoup sur la respiration. J'ai besoin de ce temps à moi aussi pour souffler, le temps de préparation. Je tiens, même si pour du close-up, en 10 minutes, en principe, je suis prêt en déambulation. Je prends souvent une bonne grosse demi-heure, 3/4 d'heure, juste pour prendre le temps de ranger dans les poches, de machin. Et c'est mon temps à moi, c'est mon moment. Et c'est pendant ce moment-là que je fais le Ouais. transfert. Du coup, c'est quelque chose qui revient assez souvent, mais je vais juste poser la question. Ce stress-là, alors souvent on dit que c'est parce que ben, tu es concerné par ce qui va arriver, donc voilà, si tu t'en moquais complètement, tu l'aurais pas. Est-ce que ce stress, alors je sais pas si tu arrives à l'identifier, est-ce que c'est le fait de ne pas être à la hauteur ou il y a une... Parce que le stress, c'est pas forcément très rationnel des fois. Est-ce que Ouais. tu arrives à identifier ou pas Alors je pense qu'il y a ce côté-là de peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur. Mais il y a le truc le plus gros, c'est que c'est pas naturel pour moi. Comme je disais, je suis quelqu'un de réservé, mais vraiment, vraiment très réservé et très timide. Du coup, voilà, comme, ouais, c'est la fosse au lion. Donc, c'est pas naturel pour moi d'être sur une scène ou de parler à des gens que je connais pas. Euh, c'est quelque chose avec lequel je suis pas à l'aise. Donc, je vais vraiment à l'encontre de ce que je suis, en fin de compte. Et en même temps, j'aime bien ça, sinon je le ferais pas. Donc je sais pas ce que je cherche, mais je pense que ça vient de là. C'est le cas de beaucoup d'artistes au final, donc Oui, a ouais. priori, ouais, Même le côté timide ou introverti, il y en a beaucoup et qui ouais. vont au final sur scène. Donc ouais, Et c'est vrai que vas-y, oui, vas-y. pardon. Non, vas-y, vas-y. Non, je disais que c'est vrai que du coup, ne serait-ce, heu, on pourra en reparler plus tard, mais je connais peu de magiciens, parce que je fréquente peu le milieu magique. C'est assez nouveau tout ça, pour moi. Ça fait un an et demi que vraiment je commence à rencontrer d'autres magiciens, et de faire des jams, comme on dit, tout ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. J'ai toujours travaillé seul de mon côté, voilà. Et même du coup, ce côté jam ou être avec d'autres magiciens, vu que je suis pas dans mon personnage à ce moment-là, c'est très compliqué pour moi. Je suis quelqu'un Oui, c'est qui toi. est donc je suis obligé de rentrer dans un personnage aussi et c'est hyper fatigant. Ouais, je Après ça comprends. va se faire avec l'habitude, mais voilà. Donc, tu as appris, enfin, comment? Parce que tu dis que tu n'as pas eu avec d'autres magiciens. Bon, tu as fait que uniquement en autodidacte.
Ouais, quasiment. Donc les bouquins, forcément. Les bouquins, le plus grand cabaret du monde, énormément. Je me souviens que mon père, on enregistrait sur cassette quand ça passait et on se les repassait en boucle le passage de Bernard Bliss pour essayer de remonter, tout ça. Donc ça s'est vraiment fait. J'ai appris mon solfège magique tout seul. Je me souviens d'une petite mallette avec un tout petit livret où ils apprenaient vraiment les bases, quoi. Tout est parti de là, hein, la levée double, tout ça, c'est parti de cette petite boîte de magie, quoi. Ouais. Et moi, ça me fait rire aussi parce que j'en parlais il y a pas longtemps. J'ai eu un gros sac avec toutes les cassettes aussi, où du coup, Mm. il y a tous les passages aussi. Et c'était assez marrant. Mais c'est vrai que oui, c'était, on va dire, la dose de magie à un moment à la télé. Dommage que ce soit plus là. Mais ouais, il y avait Ouais, Internet aussi. Mais ouais, c'est un bon aussi travail de remonter les tours plutôt que de oui, les apprendre complètement. directement. Ouais. Est-ce que tu as eu... Mais j'ai. Vas-y, vas-y. Oh mince, désolé. Non. Oui, je disais, bah oui, au début, c'est ça, c'était vraiment les cassettes, essayer de remonter les tours. Après, il y a eu les bouquins, mes premiers livres de magie, où là, du coup, à essayer de remonter. Et puis, c'est bien les bouquins parce qu'on remonte jamais comme il faudrait, en fait. Et donc, ça, c'est assez dingue. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai commencé à trouver ma magie. Ce que j'appelle ma magie, c'est vraiment mes routines, ma personnalité que je remets en magie, mon imaginaire que je, que je concrétise, on va dire. C'est venu très, très tard. C'est venu vraiment très tard. C'est venu, ça doit faire 6 ans, 5 ans, 5-6 ans à peine que je commence vraiment à créer, à trouver ma magie. Mais c'est venu, j'ai été obligé forcément de faire tout le chemin avant, mais c'est venu très tard. Oui, il y a un chemin de toute façon aussi pour découvrir, être vraiment totalement à l'aise et faire les choses parfaitement. Et ensuite, envie de mettre sa touche et d'avoir des choses propres à soi. Et Ouais, ouais, c'est ça. C'est venu, ouais, tard. est-ce que tu as des influences au niveau magique? Pas mal. Après, euh, je réfléchis. Ouais, des magiciens, oui. Il y a Dominique Duvivier. Dominique Duvivier, c'était un vrai tournant pour moi. Donc j'étais au lycée à ce moment-là, je devais avoir 17-18 ans à peine. Et c'était avec Intimiste 1. C'est là où j'ai découvert le close-up en situation de spectacle. Et moi, ça a été vraiment la révélation, ce truc-là. Et enfin, ça va même plus loin que ça, vu qu'il y a eu le côté spectacle et le côté boîte. On pourra en reparler aussi. Mais avec Intimiste 1, ça a vraiment lancé beaucoup de choses. Donc, du vivier par rapport à ça. Euh, Après, il y a Christian Schenman. Puis beaucoup, beaucoup. Mais j'ai pas d'idole à proprement parler. Je m'intéresse vraiment à toutes les magies. Ça va de la magie pour enfants à la magie bizarre, à la magie comptée. Donc, toutes les magies m'intéressent. Et ça va dépendre des moments, quoi. Oui. Bon, après, j'ai tendance à dire c'est important, voilà, de s'intéresser à toutes les magies, même si on a une préférence au départ. Mais ça va nourrir les autres hein, et on va utiliser d'autres choses qui sont développées dans certaines disciplines pour notre discipline. Donc c'est Oui, c'est important. ça. Ouais. Mais ma grosse source d'inspiration, c'est beaucoup les films, les livres, les bandes dessinées, enfin tout ce qu'il y a autour, en fin de compte. J'ai posé la question parce que il y avait ce côté spectacle et voilà, c'est pour savoir s'il y avait du coup Dominique Duvivier qui avait eu une petite influence. Est-ce que tu pouvais nous parler du coup de comment tu as développé ce que tu fais aujourd'hui au niveau spectacle close-up? Alors, comme je disais, c'était vraiment avec Intimiste 1 où je me suis rendu compte qu'on peut faire des spectacles complets de close-up. Donc, j'ai commencé à travailler vraiment des routines qu'on ne peut pas faire en déambulation. Tout simplement parce que ça rentre pas dans les poches. Faut une servante, voilà, faut des objets beaucoup trop gros. Enfin, donc j'ai commencé à travailler beaucoup, beaucoup de routines comme ça et je prenais beaucoup plus de plaisir sur des routines assez longues, euh, même où il y a du scénario. J'ai commencé à écrire mes textes. Enfin, faut l'écrire aussi en déambulation, hein, mais ce côté beaucoup plus posé.
et plus avoir ce truc de ah, je peux pas faire cette routine-là parce que ça rentre pas dans mes poches ou parce que il me faut une veste complète juste pour ce numéro-là. Enfin voilà. Et quand je me suis enlevé toutes ces barrières-là, à plus me poser la question si, enfin, je fais des routines, je m'en fous si j'ai un reset d'1 h 30. Parce que enfin voilà. Donc ça a été vraiment ce déclic que Intimiste 1 m'a amené. Plus, dans Intimiste 1, il a un coffre posé sur la table, il me semble, où il présente, c'est sa boîte, c'est son coffre, et une bonne partie du spectacle, il va chercher son matériel dans cette boîte-là. Et c'est un petit coffre en bois magnifique. Et je me suis dit, oh là là, je veux mon coffre aussi, je veux ma boîte dans laquelle il y aura mes accessoires, etc. Et ça, c'était un gros piège parce que j'en ai trouvé une, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et voilà, et je collectionne les boîtes et les coffres, mais c'est parti aussi d'Intimiste 1. Et du coup, maintenant, je crée ma magie comme ça. Je prends une boîte que j'ai trouvée dans un vide-grenier ou une brocante et je me dis, qu'est-ce qu'elle pourrait contenir comme routine, comme magie? Et je pars de ça. Donc, j'ai une boîte par routine, en gros. Donc, c'est parti de là. Et dans ce que tu fais, la proportion de format spectacle et déambulation, enfin, la répartition qu'il y a à peu près dans ton activité? Le transfert se fait petit à petit. Là, à l'heure actuelle, je dois être à, je dirais, 70% déambulation et spectacle de salon, scène. Et non, un peu plus que ça. Je dirais 60-40. 60% de déambulation scène et 40% de spectacle de close-up. Que je fais soit à domicile, chez les gens, dans leur salon, pour 15 spectateurs max. Je limite toujours à 15 pour avoir cette intimité que je trouve hyper importante. Ou chez moi, j'ai la chance d'avoir un petit théâtre miniature, pareil, limité à 15 places, pour des spectacles de close-up avec les jeux de lumière, le décor, etc. D'ailleurs, j'allais poser la question par rapport à ça. Comment le projet est arrivé de créer son mini double fond, entre guillemets. En fait, c'est quand j'ai terminé d'écrire mon tout premier spectacle de close-up, qui est un gros spectacle avec costumes, décors, musique, jeux de lumière, mais en close-up. C'est 1 h 30 de spectacle et limité à 15 places. Et quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le faire, pas le vendre, parce que dans les théâtres, ce n'était pas intéressant. Pour 15 places, je ne vais pas louer un théâtre. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Ou sinon, de faire avec un écran géant, mais ça, je ne veux pas. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas jouer mes spectacles, au bout d'un moment, la seule solution, c'était d'avoir un lieu, quoi. Une salle pour ça. Et du coup, c'est né de là. Et après, j'ai la chance où ma femme me soutient là-dedans. Et du coup, quand on a acheté notre maison, on cherchait une maison avec un espace qu'on pourrait transformer en théâtre. Donc voilà, ça c'est parti de là. Mais ouais, c'est venu assez tôt, hein. C'est dès que j'ai terminé mon premier spectacle de close-up et que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le jouer, à part dans des cas assez exceptionnels, dans des lieux, dans un château, dans un salon, dans un truc comme ça. Ouais, mais c'est un spectacle, comme je disais, où il y a du décor, des jeux de lumière, donc à déplacer pour 15 spectateurs, c'était un peu galère. Donc la solution, c'était voilà, de faire mon théâtre. À la maison. Voilà, c'est ça. Et actuellement, alors juste pour la petite précision, je posais la question parce que quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, tu aurais des conseils du coup Se allez, lancer dans les spectacles de close-up on va dire ou magicien pro. magicien pro. J'ai pas vraiment de conseils dans le sens où chaque personne ça va être différent. Comme je disais au début, si la personne veut se lancer, qu'elle est mariée, qu'elle a un métier, tout ça, ça va pas être la même qu'un jeune de 17 ans qui veut en faire un métier directement. Après, le conseil, c'est de rien lâcher et de trouver sa magie, je pense. D'être vrai dans sa magie, de se trouver. Et forcément, si on est en accord avec ce qu'on fait, avec ce qu'on raconte, ce sera unique ce qu'on présente. On est tous différents, donc voilà. Et je pense que c'est ça qui fait que
qu'on peut en vivre bien, c'est que bah, ce qu'on fait, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Oui, d'être unique et d'avoir une différenciation. Voilà, c'est ça. Et selon moi, la meilleure manière d'être unique et d'avoir une magie unique, c'est de faire sa magie. Pas forcément créer ses routines, hein, on peut reprendre des routines, voilà, réinterpréter, mais ça reste, faut apporter quelque chose de vrai de soi dedans, je pense. Le conseil est donné. Oui, voilà. On va parler, tu en as parlé tout à l'heure du championnat de France, du coup. Ouais. Comment c'est arrivé? Pourquoi tu as voulu faire ce concours et quel a été le Heu processus? alors, ça s'est fait un peu par hasard, dans le sens où je m'étais pas dit: «Je vais faire les championnats de France, l'année prochaine» ou «Je vais monter un numéro pour» c'était pas dans mon cahier des charges de cette année-là. Heu, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais vu une publication sur un réseau, je sais plus, Instagram peut-être bien, comme quoi l'équipe de France de close-up, FFAP, recherchait, des nouveaux membres et il fallait envoyer une vidéo, tout ça. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Donc j'ai envoyé une vidéo sans vraiment y croire. Parce que comme je disais, j'ai toujours été dans mon coin, donc ma magie, voilà, à aucun moment j'aurais imaginé que ça puisse, enfin pour moi, voilà, c'est l'équipe de France, c'est énorme, bon j'envoie, j'ai rien à perdre et puis voilà. Suite à ça, bah, du coup, ils m'ont rappelé pour aller sur Paris avec l'équipe de France, pour rejouer le numéro, face, au coach de l'équipe de France. Donc je suis monté sur Paris, j'ai rejoué, bah, j'ai fait un autre numéro, voilà, donc je me suis retrouvé je suis passé de «je connais personne, je suis dans mon coin» à Bernard Billy en coach, il y avait Marcoby, enfin, heu, vraiment donc très stressé et puis, c'était nouveau quoi, monter sur Paris comme ça, c'était vraiment assez extraordinaire. J'ai représenté un nouveau numéro, suite à quoi, du coup, ils m'ont intégré dans l'équipe de France. Donc je dis ça, on devait être en mois de mars 2023? 2023. Ouais, mars-avril 2023, un truc comme ça. Donc, OK, bon, bah, du coup, c'est des stages réguliers, hein. Il y a 3 ou 4 stages dans l'année, donc des allers-retours à Paris, tous les 3 mois à peu près pour, essayer d'améliorer le numéro, l'objectif étant de faire des concours derrière. Moi, le numéro que j'ai présenté, c'est un numéro que je fais depuis 3 ans. C'est un truc que j'ai trouvé il y a un moment, qui fait partie d'un de mes spectacles de close-up, mais à aucun moment, enfin, je fais pas de concours. Comme je dis souvent, j'ai pas une magie de concours, dans le sens, c'est un format. Le concours, c'est un format à part entière, comme la déambulation, comme le spectacle. C'est vraiment un format différent. Bon, j'ai essayé de l'adapter le plus possible à ce format-là, mais sans modifier trop, parce que je tenais à mon petit truc. Et les championnats de France arrivent en octobre. Bon, bah, moi, c'était vraiment ça, c'est je me laisse porter. J'ai envoyé ma vidéo, ils m'ont pris, OK. J'ai été là-bas, ils m'ont gardé dans l'équipe, bon, bah, OK. Bon, bah, les championnats de France, pourquoi pas, on verra bien. Du coup, via l'équipe de France, je me suis retrouvé dans la sélection pour les championnats de France et pareil, j'y suis allé, mais j'avais jamais fait de congrès de ma vie, que ce soit FAP ou un autre, hein. J'ai jamais été à un congrès de magie de ma vie. C'était la première fois que je voyais autant de magiciens. Heu, donc heu, donc j'y suis allé vraiment comme ça, sans y croire particulièrement, quoi. J'ai fait mon numéro, je suis sorti de scène, j'étais tellement déçu de mon truc, enfin voilà, quoi. J'ai très mal vécu le côté concours, c'était très compliqué pour moi et ça, voilà, il y a eu le prix mais à aucun moment, puis ça s'est fait vite parce que voilà, j'ai intégré l'équipe au mois de mars. J'ai commencé à me dire que j'allais faire les championnats de France au mois d'août, quoi, pour octobre. Donc ça a été, voilà, ça a été très vite. Après, voilà, si le numéro était déjà bien rodé, même s'il y avait des modifications à faire, on va dire que c'est pas comme si tu avais créé un numéro en mars Oui, ou voilà, c'est ça. avril. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est un numéro que j'ai depuis des années et que je fais dans un spectacle. Donc, je suis pas parti de zéro pour monter. J'avais un numéro et voilà. Mais pour moi, ce numéro, c'est même aujourd'hui, c'est pas mon numéro de concours, c'est un numéro parmi tant d'autres dans mon répertoire, quoi.
un numéro que j'aime bien, que j'aime beaucoup, j'en suis content, mais c'est pas non plus, enfin voilà, jamais j'aurais imaginé, que ça voilà. Oui, C'était c'est ce que assez, j'allais dire. Le résultat, même après le passage, parce que voilà, tu as forcément des discussions. Il y a, je pense, tu es baladé dans le congrès, donc il y a des retours de personnes. Comment tu as vécu cette période-là et l'annonce aussi des heu, résultats? bah, j'étais très, bah, comme je disais au début, vu que je suis réservé, timide, tout ça, bah, déjà j'ai de la chance parce que ma femme est venue avec moi, on a pu faire garder notre petite. Du coup, on a pris vraiment les 5 jours pour nous, mais très on est réservé, timide. Du coup, bah, en gros, on a fait, le truc était passé, je suis passé sur scène, j'ai fini, bah, déjà moi j'étais très mal parce que j'avais très, très mal vécu le concours. J'avais envie de pleurer, d'aller me cacher, donc on est sorti de scène, j'ai rangé mon matériel et puis on s'est barré, quoi. Voilà, donc après j'ai eu un peu de retour quand on repassait, se promener pour les galas et cetera, mais très peu en soi parce que, je me faufilais, voilà. Laissez-moi et tranquille. et heu et le lendemain matin, on m'appelle pour me dire que je vais devoir refaire mon numéro au gala de clôture. Mais moi, c'était bon, j'étais sorti du truc et mon numéro était rangé et c'est bon, je pouvais profiter du congrès. Donc quand il me rappelle pour me dire que je vais qu'il y a eu un coup de cœur pour mon numéro, que je vais devoir le refaire au gala de clôture, à ce moment-là, je ne sais pas ce que je vais avoir. Je sais que je vais avoir quelque chose, un coup de cœur ou quoi, mais je ne sais pas ce que je vais avoir parce que puis moi, j'y connais rien, au congrès, je ne sais pas comment ça se passe. Donc moi, le seul truc, c'était: «Mince, faut que j'y retourne, quoi». Déjà, j'étais en PLS dans la salle de close-up, pour le concours et là, il va falloir que je monte sur la grande scène devant tout le congrès. Je dis: «C'est pas possible, quoi. C'est pas possible». Donc bah, là, stressé comme pas possible, angoissé, envie de me cacher, de partir, ah non, c'était c'était horrible. Donc j'étais, même pas à me dire, enfin voilà, quoi. Et puis, bah, au moment de l'annonce, c'était un peu, bah, irréel. Jamais j'aurais imaginé un premier prix en cartomagie, surtout que je suis pas cartomane, quoi. J'aime pas les routines de cartes en général, je suis pas fan. Donc 1er prix en cartomagie plus le titre, enfin, c'était complètement irréel. Et, et titre de champion de France. Ouais, 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 c'est non, c'est fou, après je suis content dans le sens où bah, ça fait des années, c'est le travail qui paye aussi, c'est le côté, bah, ouais, moi je suis un amoureux du close-up, donc titre de champion de France de close-up, c'est une sacrée reconnaissance, en fait. Heu, mais ouais, non, c'est fou. Alors, je sais pas, Même l'annonce du titre se fait avant forcément de repasser. ouais. Donc du coup, en ayant ça, est-ce que ça n'a pas encore ajouté du stress ou est-ce que ça en a enlevé Heu, Bah, du coup, quand il y a l'annonce pour le titre et tout, on monte sur scène, il y a la remise de trophées et tout. Moi, à ce moment-là, je suis pas à l'aise du tout, parce que je suis sur une scène immense, enfin voilà, donc je fais du close-up. Donc voilà, c'est, très bizarre. Et ouais, après, il faut repasser. Heu, Par contre, j'ai très bien vécu ce passage-là, même si j'étais très stressé dans le sens où la scène était tellement grande, plus les lumières dans la figure, le retour sur scène était assez faible, que du coup, j'entendais pas ma voix dans le micro. J'entendais très peu la musique du numéro et bah, pour le coup, j'ai eu l'impression, j'avais ma table, la spectatrice, le caméraman qui reprojette en direct, bah, j'ai eu l'impression de faire un vrai close-up. Même si la scène était plus grande que celle du concours, étant donné qu'on voyait personne, que j'entendais pas la musique, ni bah, j'avais l'impression que je faisais le tour au caméraman et à la spectatrice à côté de moi. Du coup, là, j'ai pu retrouver mon personnage et je me suis amusé. parce que les Mais salles de concours et de gala étaient pas les mêmes? J'étais pas. non, c'était Non, pas les mêmes pour le coup. Ouais, ok. mais ouais, du coup, ce côté, enfin, c'était pas les mêmes pour le close-up et les galas. Oui, oui. Le concours scène était sur la même scène, voilà. Mais là, du coup, d'être sur une scène assez grande et tout, de pas voir les spectateurs, de pas entendre, sa voix dans les micros et j'ai eu l'impression d'être en close-up, normal, on va dire. Ok. Tu as. Enfin, ce que c'est marrant, tu parles. Je suis
je fais du close-up et je fais pas de scène. Moi, j'avais le même avis avant de faire un peu de scène. Et en fait, se rendre compte, oui, tu es tout seul et tout le monde te regarde, mais il n'y a pas d'interaction. Donc, des fois, en fait, ça peut ne pas être plus Oui, compliqué. oui, complètement. Ouais, ouais. Après, je fais de la scène. J'ai un spectacle de scène, enfin gros salon, on va dire, donc j'en fais quand même régulièrement, mais pas avec ma magie de close-up et Oui, pas devant des magiciens non plus. oui, il y a ce côté-là, oui. Ouais, le côté jouer devant d'autres magiciens, c'est pas évident parce qu'on après c'est un concours aussi, donc il y a ce côté où on est jugé et on sait qu'on est jugé. C'est une autre gestion que je connaissais pas. Donc, du coup, le premier essai a été concluant. Ouais, 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 bah, c'est vrai que c'était mon premier concours, premier congrès. Ouais, non, c'était un sacré truc. Et la suite, est-ce que tu veux faire la FISM, championnat du monde? Alors, il y a la FISM Europe au mois cette année là, 2024, et FISM Monde 2025. J'ai choisi de pas faire la FISM Europe parce que j'ai besoin aussi de me concentrer sur ma salle de spectacle. Voilà, j'ai ma fille aussi qui a 1 an et demi. Enfin, voilà, j'ai pas. C'est très stressant. Mon numéro, j'ai besoin encore de le peaufiner, mais j'aimerais quand même tenter les mondes, FISM Monde. Mais FISM Europe, non, pas cette année. Ça va trop vite par rapport à, Oui, ça va trop vite. Donc non, cette année, là, je vais me concentrer. Mine de rien, le titre, ça a beaucoup changé, c'est que maintenant, je me rends compte que je fais comme d'habitude, je continue à chercher mes tours, à monter mes spectacles, à jouer mes spectacles. Mais la différence, c'est que je sens que maintenant, les autres magiciens savent que j'existe. Et mon travail est observé, on va dire. Donc là, ce que j'ai envie cette année, c'est de beaucoup plus partager ma magie. Et pas simplement mon numéro de concours, c'est que j'ai plein d'autres choses, plein de routines. Donc j'ai vraiment envie je ne sais pas comment faire encore, mais de montrer ce que je fais, montrer et développer ce côté spectacle de close-up qu'on peut faire un peu partout, mine de rien. On n'a pas besoin d'avoir un théâtre chez soi, hein. Je commence à trouver plein de solutions pour jouer des spectacles, des vrais spectacles de close-up ailleurs. Mais j'ai vraiment envie de développer ça cette année, prendre le temps de faire ça. Et ensuite, j'aimerais quand même tenter les championnats du monde parce que c'est une chance incroyable de pouvoir faire ça, quoi. oui, bah oui, oui. Mais peut-être Voilà. que tu voulais t'arrêter là, je ne sais pas, parce qu'il y a des champions de France qui n'ont pas ensuite Oui, continué, donc ouais. La question s'est vraiment posée, mais non, pour résumer, pas l'Europe, mais j'aimerais tenter les mondiaux. ça Mais permet. voilà, c'est comment? Non, je dis ça permet de garder Oui, le, le secret du numéro avant le monde. C'est pas plus je mal. sais pas si ce serait le même, mais Ah, pour l'instant, je sais pas, j'en sais rien, mais l'idée, c'est ouais, ouais, non, j'ai envie de prendre le temps cette année de voilà, partager ma magie, de plus mettre le pied dans le monde des magiciens aussi, voilà quoi, je me rends compte que ma magie plaît en fait, et je pense que, étant donné que j'ai tout un univers, j'essaie vraiment de créer des univers autour de mes routines, je me rends compte que ça plaît et que ça apporte quelque chose. Enfin voilà, je vois bien par rapport aux autres magiciens qu'il y a quelque chose qui plaît. Et j'ai envie de travailler avec d'autres magiciens, de montrer mon travail beaucoup plus et de partager beaucoup plus. ok. Voilà. Ouais. Et après, le concours, mais comme les championnats de France, à la base, je me suis dit, ouais, je vais tenter en octobre, mais c'est juste histoire de dire, coucou, je suis là, je montre mon univers, montrer ma magie, et voilà quoi. Donc les mondiaux, ça va être la même démarche, c'est de montrer ma magie, tout simplement. Et il y a enfin, beaucoup de parler du coup dans le numéro. Un petit peu, oui. Le numéro, c'est un numéro assez poétique. Je sais pas trop comment décrire. Oui, c'est assez poétique. C'est pas de la magie comptée, mais voilà. J'aime bien de toute façon amener les choses de manière soit originale, dans le sens la routine démarre, on se demande où ça va nous mener, soit avec du conte,
avec des histoires qui vont venir pousser. La force des histoires, c'est incroyable, qui viennent pousser la magie. Voilà, c'est souvent mes 2 axes principaux. Ok, donc après, partager le travail, c'est aussi faire le spectacle au magicien ou plus sur conférence et livres, produits ou quel est Ça va être conférence. Je vais en faire quelques-unes, avec toi notamment. Euh, Puis j'aimerais développer ça un peu plus parce que, en fait, j'ai inventé, c'est un grand mot, mais j'ai une quarantaine de routines aujourd'hui. Euh, Enfin, il y en a plein que je fais pas, en fin de compte, qui sont pas que j'ai pas encore calé dans un spectacle. Je les ai montés, mais ça va pas dans tel ou tel spectacle. J'ai pas encore trouvé leur place. Donc autant que ça serve à d'autres aussi, quelque part. C'est pour ça, je pense qu'on fait de la magie aussi, hein. Donc il y a ça, il y a ce côté conférence. Et puis aussi jouer des spectacles sans rentrer dans les explications, juste jouer des spectacles et que les magiciens passent un bon moment. Faire oublier que c'est de la magie, qu'il y a un truc et que si on est magicien, on comprend forcément ou pas, mais la plupart du temps, on remonte quand même les choses. Donc, mais faire oublier ça avec les. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est essayer de faire. Ce que j'aime, c'est quand les magiciens retrouvent leurs yeux de spectateurs. Donc, c'est hyper dur. Mais moi, c'est ce que j'adore. Je regarde très peu de magie parce que souvent, voilà quoi, ça m'embarque pas ou voilà. Donc ce que j'essaye de faire, c'est la magie que j'aimerais moi voir. Donc voilà, moi mon objectif c'est ça, c'est redonner aux magiciens le regard de spectateur qui est hyper important, que souvent on perd. Donc j'essaye de maintenir ça. Oui, c'est important Donc, de garder donc du ce... coup, ouais. Oui, vas-y, vas-y. Donc du coup, ça oblige à tirer des ficelles différentes, Oui. forcément, parce que le magicien n'a pas le même regard qu'un spectateur, on va dire, normal. Donc, on est obligé de voilà, tirer sur des ficelles différentes, d'ajouter des cordes à son arc pour amener des routines de manière différente et de manière donc beaucoup plus peut-être théâtralisée ou avec une mise en scène forte. Moi, ce qui me passionne le plus dans la magie, c'est la mise en scène. Je fais de la magie parce que j'ai découvert la magie gamin, mais on m'aurait mis une caméra à 9 ans dans les mains, je pense que je ferais du cinéma, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la mise en scène, c'est créer des images. Du coup, je travaille beaucoup mon close-up comme des tableaux, comme en images en fin de compte. Je photographie beaucoup plus mon tapis pour travailler que je me filme. Je suis très dans l'image, donc créer une disposition sur le tapis par rapport aux accessoires, tout ça, qui va venir ancrer les effets, etc. Je travaille énormément en images. D'accord. Bon, ben, Voilà, je me rends compte en parlant que je pars dans plein de choses non, non, mais c'est différentes, mais intéressant, c'est intéressant. Après, souvent, il y a le concept d'image aussi sur le fait que, après c'est autre chose, mais que quand le tour est fini, rien qu'avec l'image finale, le spectateur arrive à savoir ce qui s'est passé et est capable de le retranscrire ensuite à quelqu'un oui, d'autre. Donc, ouais. Ouais, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, ouais. J'appelle ça le tableau final de la routine. Ouais, j'aime beaucoup ça. Beaucoup de mes routines, je pars du tableau final en fin de compte. Je pose des objets sur ma table et je me dis, bon, voilà, j'essaie de remonter. Moi, ma priorité dans une routine, c'est pas qu'elle soit bluffante, impactante. Enfin, il faut que ce soit un peu, mais ma priorité, c'est que ce soit joli. Donc, je travaille vraiment dans ce sens-là. on verra ça pour ceux qui seront à la conférence en mois de mars. Parce que c'est vrai que moi, je connais pas encore ton travail puisque j'étais pas au congrès. Donc, hâte de voir ça. Par rapport à ce que tu disais aux images, j'avais vu en préparant le podcast que des fois tu partais sur le processus créatif, sur les objets. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, ton processus et ce Oui, bien côté-là? sûr. Je branche juste mon ordinateur. Alors, ça part, comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette fameuse boîte de Dominique Duvivier dans Intimiste 1, où j'ai commencé à partir à la recherche de mes boîtes. À la base, j'en voulais qu'une pour qu'elle contienne mon set, en fait. Et du coup, de fil en aiguille, les brocantes, les vides-greniers, et puis, mine de rien, on trouve de tout, quoi. Euh, et, euh,
Et j'ai commencé, il y a le côté aussi, je pense, village vacances, avec ce goût pour le voyage. Et du coup, je suis toujours à la recherche de ce que j'appelle ma magie curieuse, ces petits objets, les petits gris-gris, les trucs qui viennent d'un peu partout dans le monde, ce côté cabinet de curiosité. Donc je pars souvent, ça va être, je vais reprendre l'exemple de la boîte, mais je vais trouver une boîte magnifique, originale, voilà un truc, qu'est-ce qu'elle peut contenir, quoi? Et du coup, je pars de ça. Assez souvent, ça part d'une boîte ou du contenant et après il y aura les accessoires dedans. Donc là, je vais commencer à fouiller dans mon cabinet de curiosité, mes objets, je les mets dans la boîte. Est-ce que ça va avec? Est-ce que ça s'accorde? Est-ce que c'est joli ces objets-là? Et je vais monter la routine par rapport à ça. Des fois, c'est l'inverse. J'ai une idée d'effet ou d'histoire à raconter. Donc là, je vais essayer de chiner mes objets pour que ça colle à ce que je veux raconter. Mais j'aime beaucoup la magie. J'aime bien les cartes, mais c'est un tour de cartes et ça me fait pas rêver. Pas tout le temps, en tout cas. Mais alors que, je sais pas, une pierre précieuse, tout de suite, il peut y avoir, je sais pas quoi, ce côté fantastique. Cette pierre peut avoir des pouvoirs, peut se passer des choses à cause ou grâce à cette pierre. Et ça, tout de suite, ça m'embarque beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que je suis toujours à la recherche d'objets, de boîtes et voilà quoi. C'est toujours des objets existants. Ou est-ce que ça t'est arrivé il me faudrait tel type d'objet et je le trouve pas, mais je vais le créer pour. Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé de fabriquer mes objets. C'est passionnant parce que du coup, je me rends compte, je suis amené à ajouter des cordes à mon arc, encore une fois, à me lancer à fabriquer des trucs parce que ça n'existe pas en fait. Au bout d'un moment, je me rends compte que ça n'existe pas. Et donc là, ouais, il faut fabriquer ou trouver, si j'ai pas les capacités de le faire moi-même, trouver des gens qui vont pouvoir me le fabriquer. Donc c'est un autre travail qui est passionnant. Ça arrive plus rarement, mais ça arrive quand même souvent. Et C'est même assez terrible. J'ai un carnet complet d'idées qui ne sont clairement pas réalisables parce que les objets n'existent pas ou parce que c'est pas possible, quoi. c'est deux choses différentes si c'est pas réalisable et s'ils n'existent pas. Moi, je les mets dans la même catégorie. Parce que des fois, ça se mélange, mais oui, effectivement, c'est deux choses différentes. Mais voilà, je me suis fabriqué. Non, maintenant, par exemple, j'arrive à me fabriquer mes jeux de cartes. Avec du carton, je pars de carton et de papier que je vieillis, tout ça, et je me fabrique mes propres jeux de tarot, mes propres jeux d'un jeu qui aurait existé il y a des siècles. Enfin voilà, donc je pars de ça, par exemple. Oui, pour Un que ça. peu de bois, un peu de trucs comme ça aussi. Voilà. Oui, donc c'est important aussi de toucher un peu à tout et Oui, savoir. Bon, après, normalement, quand on fait de la magie, on sait se servir de ses mêmes, mais. ouais. Après, c'est vrai que ouais, mais ça oblige à apprendre aussi, mine de rien, d'autres choses. Et plus on s'intéresse à des domaines différents, plus on a des idées, mine de rien. Et ces idées peuvent nourrir notre magie. C'était ma question. Quelles sont les autres ressources parce que voilà, tu as parlé plus magie, mais ça peut être aussi hors de la magie. Qu'est-ce qui t'a permis de nourrir ta magie en termes de ressources? Ça peut être des films, ça peut être des livres, ça peut être. Les films, il y en a beaucoup. Les films, justement, vu que je travaille énormément sur l'image d'une routine, les films, puis je suis quelqu'un de très émotif face à un film. Je peux très facilement pleurer ou avoir peur, ou je suis très bon public de films. Du coup, il y a énormément de films qui m'ont inspiré, mais des fois, c'est pas direct, ça va être juste une émotion ou juste une image. J'aime beaucoup les films contemplatifs. Je suis un grand fan de Terrence Malick qui fait des films de 3 heures où il y a 2 mots dans le film. C'est très lent, mais j'adore parce que ça crée des images et des émotions, mine de rien, sans un mot. Donc j'adore ce genre de choses. Donc il y a les films, les bandes dessinées aussi. Je collectionne pas mal les bandes dessinées et mine de rien, on est encore dans du travail sur l'image et sur l'imaginaire. Les choses qui ne m'inspirent pas, ça va être tout ce qui est, par exemple, les polars, les choses trop réelles. Moi, j'ai besoin
que ce soit ailleurs, dans un autre monde, peu importe, mais j'ai besoin, quand je lis ou que je regarde un film, que ce soit détaché complètement de la réalité. C'est ça qui me nourrit le plus. Donc il y a les films, il y a la musique aussi forcément, parce que la musique, même si c'est pas des images, ça crée quand même des sensations. Donc après, remettre ces sensations-là en magie, bon, c'est pas facile, mais j'essaye. Puis j'adore le close-up musical. J'adore faire des numéros, des routines de close-up avec les gens à quelques centimètres et en musique. Je trouve ça. Enfin voilà, j'adore ça, donc j'écoute énormément de musique. Puis après, je fais pas mal de choses à côté. Je jongle énormément aussi, que ce soit enfin, jonglage, balle, boule de contact, diabolo. Enfin, je fais vraiment jonglerie, j'adore ça. Manipulation d'objets, je fais un peu de musique. Enfin voilà, je m'intéresse à plein de choses autour aussi, quoi. Et tout ça, ça s'imbrique en fin de compte. Si je me trompe pas, enfin, j'ai regardé un petit peu en préparant, mais alors je sais pas si c'est toi ou pas. T'avais pas un numéro de manipulation, jeune? Ce que Oh, il y a Oui, non, longtemps, mais ça fait longtemps, je crois. Ça mettait 15 ans ou un truc comme ça. avec des parapluies. C'est ça. Oui, ouais, ouais, ouais. Ce que je veux dire, c'était une magie Ouais. plus traditionnelle, du coup, par rapport à ce que tu fais Ah oui, aujourd'hui. complètement. Ouais, ouais. Mais puis comme je disais, j'ai mis vraiment longtemps avant de trouver ma magie. Et même encore, elle est pas. Les frontières sont très floues. Je cherche encore. Mais j'ai mis vraiment longtemps. C'est une fois que j'avais vraiment emmagasiné vraiment toutes les bases et tout le solfège et que je pratiquais régulièrement face à du public que là, j'ai pu commencer à imaginer mon univers, à créer mes personnages. Puis il y a eu cet amour pour les objets aussi qui s'est vraiment développé petit à petit. Mais ouais, ce que je dis souvent, c'est que je fais de la magie, on est à la frontière du théâtre d'objets. Donc je vais jouer vraiment sur les objets, les spécificités des objets, et sur le côté où on peut créer, comme au cinéma, on peut créer des zooms via des techniques avec les objets. Enfin, je m'intéresse énormément au théâtre d'objets aussi, et ça se lie parfaitement avec la magie. Donc, mais c'est venu très tard, ouais. Effectivement, au début, oui, c'était, on cherche à reproduire ce qu'on voit. Mais même encore aujourd'hui, je pense que c'est ouais, je pense que c'est un piège et en même temps, c'en est pas un parce que ça nourrit notre magie. Mais on va voir, je dis une bêtise, mais on va voir un humoriste. Il fait un sketch et il a un personnage très ancré, très marqué. Bah, derrière, on a tendance à vouloir faire pareil. Pas ses vannes, tout ça, mais on va reprendre les mimiques, on va être dans de l'imitation. Pareil, on va voir un jongleur avec un univers très particulier, ou Yann Frisch, par exemple. Après Yann Frisch, bah, tout d'un coup, on a vu plein de personnages comme ça, plein de jeunes qui faisaient ce personnage un peu fou, un peu autiste, un peu machin, parce qu'on recherche à faire ce qu'on voit. Et je pense que c'est une erreur dans le sens où du coup, on se perd et c'est plus nous. Et bah, ce que fait Yann Frisch, personne ne peut le faire. Parce que c'est Yann Frisch et c'est son personnage, c'est lui. On peut s'en inspirer pour trouver notre truc et c'est normal de chercher à imiter ce qu'on voit, l'univers que l'on voit, c'est normal et c'est bien parce que ça enrichit. Mais au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que pour vraiment s'épanouir dans son truc, eh ben, faut être soi et trouver son univers. Mais moi encore aujourd'hui, ça arrive plein de fois et ça me dévie de ma route parce que bah, je vois récemment c'était Ruben Villagrande, je vois son personnage qui est tout en muet, fait des spectacles tout en muet. C'est bah, tout de suite j'ai envie de me mettre à faire du mime, à travailler ça et du coup je vais passer des semaines à me renseigner, à travailler ça et au bout de des semaines je me rends compte que c'est pas moi. Mais mine de rien, j'ai quand même appris des choses. Donc c'est un piège, mais il faut avoir conscience de ce piège-là pour pouvoir s'en servir et rebondir. Ça fait partie du chemin. C'est vrai que je t'avais entendu Ouais, parler de solfège, et c'est aussi le parallèle avec la musique. J'en parle aussi, mais c'est vrai important d'avoir les bases et de prendre le temps de voir ces bases-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est compliqué avec des tours qui sortent où on a du matériel et ça pousse pas certains à prendre ce temps-là. Alors oui, au début, c'est compliqué, mais c'est quand on va maîtriser enfin, pour ma part, je trouve où on s'amuse le plus et où il y a vraiment d'autres choses qui s'ouvrent oui, pour la suite, hein. complètement.
Puis je pense que ce qui est important avec le solfège, je vais revenir au parallèle avec la musique, ça va être par exemple le solfège, donc le La. On sait ce que c'est et on sait. Ce qui est important, ce que je veux dire, c'est que c'est important de comprendre pourquoi ça fonctionne. La levée double, c'est hyper important de comprendre pourquoi ça fonctionne, plutôt que de faire la levée double parce que c'est écrit qu'il faut faire une levée double, par exemple. Et je pense que c'est une fois qu'on fait, en sachant ce qu'on fait, que là, on peut commencer à évoluer. Ça revient au... Il y a cette histoire-là de... Comment ça s'appelle? Au début, on est mauvais, mais on n'en a pas conscience. Après, on a conscience qu'on est mauvais. Après, on est bon et on en a conscience. Et après, on est bon et on n'en a plus conscience. Et c'est ça qu'il faut chercher à viser, c'est ce côté où on fait, mais c'est ancré, c'est naturel. Mais on est obligé de passer par toutes les étapes d'avant. Oui, c'est l'effet du nain Kruger Oui, voilà, c'est avec la ça. courbe. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est important de comprendre pourquoi ça fonctionne, tout ce qu'on fait. C'est la base, de toute Pour- façon, de la magie. ouais. Donc, si on comprend. Pourquoi tel mot lié à la technique, pourquoi ça fonctionne, pourquoi le détournement d'attention à ce moment-là fonctionne. C'est important de comprendre ça pour pouvoir, mais pour apprendre son texte, quand on écrit son texte, c'est important de le connaître par cœur, qu'il soit complètement ancré pour justement s'en détacher. C'est une fois qu'on maîtrise parfaitement son texte par cœur que là, on peut improviser, s'amuser, partir dans tous les sens et revenir à ce qu'on veut dire, etc. Mais on est obligé de passer par cette étape qui est hyper laborieuse de l'apprentissage. J'apprends par cœur. Voilà, et je pense que techniquement, c'est pareil. Au niveau de la mise en scène, c'est pareil. C'est pareil à tous les niveaux. Et c'est pour ça que la magie est compliquée, c'est que ça relie tout. Il y a Oui. énormément de choses, quoi. Alors, moi, voilà, après, je vais pas le redévelopper parce que j'en parle à chaque fois, mais c'est le côté, comme tu dis, comprendre et comprendre que ça se passe pas sur la table, dans les mains, c'est dans la tête de celui qui regarde. Donc, notre travail, c'est réfléchir à, voilà, quoi mettre en place pour que la personne qui regarde, ben, voilà, vive quelque chose d'unique. Donc, Oui, complètement. pour terminer, je voulais parler parce que tu as sorti un livre. Alors, Ouais. et peut-être que tu as prévu de proposer aussi aux magiciens d'autres choses par la suite. Quelle a été la motivation et comment ça s'est fait Alors ce livre, en fait, je l'ai écrit pendant le Covid, pendant le confinement. Voilà, en gros, c'est parti, un truc tout bête, c'est que vu que je travaille énormément sur plein de spectacles de close-up en même temps, souvent, et que j'en ai pas mal d'écrits, il y en a que j'ai jamais joué, mais pour moi c'est bon, c'est fini, donc voilà, mais j'en ai pas mal. En fait, je me suis rendu compte que je m'y prenais toujours plus ou moins de la même manière. Et j'ai commencé à vouloir comprendre comment je m'y prenais et de conscientiser un peu plus le processus. Et je me suis lancé à écrire le truc, voilà, donc ça s'est fait tous les jours, je prenais 2 heures pour écrire. Donc ça s'est fait comme ça et ça a donné ce petit bouquin qui est une sorte de boîte à outils pour aider à créer son spectacle de close-up. Alors je parle du close-up parce que c'est mon domaine, mais ça s'applique à tout en fait, au salon, à la scène, même à un set en déambulation, hein, ça s'applique très bien. Voilà, à partir du moment où on a des choses distinctes qu'on veut relier dans un tout, ça fonctionne en fin de compte. Donc je suis parti et ça s'est fait comme ça. et ensuite de basculer, enfin c'était dans l'optique ensuite de le proposer aux magiciens ou pas du tout Pas du tout. À la base, je l'ai écrit, mais je pensais pas que ça allait donner un bouquin, quoi. Je voulais écrire ma méthode. Puis au fur et à mesure, ouais, mais j'ai pas dit ça, donc je rajoutais machin. Puis au bout d'un moment, pouf, c'est devenu des chapitres et tout. Et puis c'est devenu une méthode. Puis quand je me suis rendu compte que j'avais une centaine de pages, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Puis il y a l'éditeur, le cabinet d'Illusion, qui est un petit éditeur indépendant qui fait des trucs un peu à côté des ouvrages assez que j'aime beaucoup. Je me suis dit, bah, je vais envoyer un extrait. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais à la base, c'était pas. Je pensais pas écrire. Enfin, c'était pas. À la base, c'est pour moi. De toute façon, en magie, je suis assez égoïste dans le sens où je fais la magie que je veux voir. Donc, je monte les routines que j'aimerais voir. Je crée les routines, voilà, c'est très égoïste. Hein. Je pense pas aux spectateurs hein, quand je fais mes spectacles. Je fais les spectacles que moi j'aimerais voir en fin de compte. C'est un défaut aussi des fois. Mais là, pareil, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé moi avoir entre les mains. Donc,
ça me permet en fait de décharger mentalement. Je mets ça sur papier et moi j'étais content, j'avais mon truc imprimé dans mes cahiers, dans mes classeurs et voilà quoi. Mais c'est après coup, mais je travaille quasiment toujours comme ça quoi. Ok. Je fais les choses pour moi avant tout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voudrais aborder ou est-ce que tu as quelque chose à dire à ceux qui écouteront ce podcast? Euh, alors il y a non à aborder, non, je pense qu'on a fait un bon tour là. Bah après, quelque chose à dire, bah, cherchez votre magie. Je trouve c'est passionnant de partir à la recherche de sa magie, de prendre du temps pour soi. Faites de la magie, bah, soyez égoïste, quoi. Faites de la magie pour vous. Et plus vous vous éclaterez dans ce que vous ferez, plus votre magie plaira. On est... Voilà. Ouais. Ben, merci pour l'échange en tout cas. Alors, j'ai l'habitude de terminer par si les gens veulent te contacter ou te suivre par où ils passent, sauf si t'as pas envie. Donc voilà, si jamais il y en a qui veulent te suivre. Bah, j'ai Instagram, donc c'est Jonathan Renou magicien, je crois. Je suis pas très présent encore. Ouais, je mettrai dans les notes. faut que je me mette des choses parce que voilà. Pareil, il y a Facebook, tout ça. Voilà, Facebook, les réseaux, pas de souci. Ok. Bon, Voilà. ben, merci. Et puis que voilà, que faut pas hésiter si vous avez créé des spectacles de close-up et que vous voulez des idées ou des conseils ou quoi. Moi, je pense que plus on partage et on échange, mieux c'est. C'est important de s'entraider. Voilà.